Micro et la caméra. Bonjour, bienvenue au deuxième webinaire de l'AM Roam. Ces webinaires sont destinés d'abord et avant toute chose aux administrateurs adhérents des sociétés adhérentes à AM et à Roam. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de Laetitia Lafaille du cabinet Actuaris. Et permettez-moi d'abord de me présenter, je suis Cornelia Federkey. Je suis la secrétaire générale de l'AM, l'Association des assureurs mutualistes, et je vous dirai quelques mots sur notre association, et je vous dirai aussi quelques mots sur Roam. Michael Mallet, son délégué général, n'a pas pu être avec nous ce soir. Petit mot en effet sur l'AM, l'Association des assureurs mutualistes est une jeune association née en 2016, du regroupement donc représentant une histoire assez ancienne puisqu'elle regroupe les mutuelles d'assurance qui appartenaient à l'ancien GEMA, le groupement des entreprises mutuelles d'assurance, et de l'ancienne FFSAM. Voilà, donc en 2016, la création de la FFA a bien regroupé l'ensemble des assureurs au sein de cette grande maison, et chacune des familles a gardé sa petite maison, sa petite maison et qui permet à chacun, donc pour les assureurs mutualistes, l'AM représente cette entité qui permet donc à vos organisations d'être regroupées. 36 adhérents, 110 sociétés représentées. C'est aussi parmi nos missions rendre service à l'ensemble de nos adhérents, quelle que soit leur taille, quel que soit leur segment d'activité, quel que soit leur marché, quel que soit leur marché affinitaire. C'est bien entendu de regrouper le plus largement possible les sociétés d'assurance mutuelle. Parmi les grandes comment dirais-je, les synergies que nous avons pu développer entre les adhérents, nous faisons autour d'événements, notamment les rencontres AM de l'actualité, autour d'un thème d'actualité réglementaire ou législative. Nous avons déjà parlé de la DDA, de RGPD, nous avons parlé de nombreux sujets, même du fichier des véhicules assurés très récemment, et nous parlerons bientôt de la dématérialisation. Nous avons une fois par an la journée des administrateurs de l'AM, c'est-à-dire la prochaine journée des administrateurs de l'AM, où JAM se tiendra le 27 novembre prochain, et sur le thème de l'objet social. L'entreprise aujourd'hui, l'objet dépasse-t-elle, la responsabilité de l'entreprise dépasse-t-elle son objet social? Donc nous aurons le plaisir de nous y rencontrer très prochainement. Des groupes de travail également se sont mis en place et très tout simplement un catalogue de formation commun avec Roam, pardon, excusez-moi, Mickaël, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Donc, la Roam est une organisation qui, elle, a été créée depuis 1855. Elle regroupait historiquement les sociétés d'assurance mutuelle. Roam se donne pour objectif de réunir les acteurs de l'assurance plutôt de taille intermédiaire et modeste, leur permettant ainsi, quel que soit le code d'appartenance, que ce soit le code de la sécurité sociale, de la mutualité ou le code des assurances, de pouvoir échanger, de pouvoir benchmarker autour de leurs problématiques. Parmi les groupes de travail, on notera RH, comptabilité, fiscalité. Et puis, encore une fois, nous avons créé ensemble pour affronter probablement mieux et ensemble pour les administrateurs de nos sociétés adhérentes, nous avons créé donc ce catalogue de formation commun destiné aux administrateurs. Le catalogue de formation 2019 sera prêt d'ici à quelques jours et nous espérons que nous aurons le plaisir de vous voir à ces formations qui peuvent se faire désormais en intra, dans vos maisons, en inter, avec vos homologues des autres mutuelles d'assurance, ou bien tout simplement, nous apportons une ingénierie de compétences en matière de formation qui vous permettra d'avoir des formations les plus sur mesure possibles. Formation en présentiel, formation également, comme vous pouvez le constater ce soir, par les moyens digitaux, du e-learning, des MOOC, des webinars, enfin de quoi satisfaire toute votre curiosité
et puis de pouvoir continuer à développer toutes les compétences dont vous avez besoin au sein de vos conseils d'administration. Sans plus attendre, je vais passer donc la parole à Laetitia Lafaille. Merci Laetitia d'avoir accepté donc de nous présenter ce webinaire. Comment ça se passe? C'est très simple. Je pense que vous avez tous reçu les informations pour nous, comment dirais-je, voir comment la présentation qui va vous être faite. Et puis, vous pouvez me poser des questions. Moi, je vais regarder ces questions. Je vais pouvoir donc, de manière interactive, interroger Laetitia selon tout simplement vos souhaits et les questions que vous pourrez nous poser. Donc, nous sommes à peu près une trentaine de personnes en ligne. Donc, merci à tous. Et Laetitia, si vous le voulez bien, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de participer à cette session interactive. Alors, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement, bien évidemment, Cornelia pour son invitation à cette intervention donc en partenariat avec l'AM et l'OAM. Moi, en quelques mots, donc, je suis Laetitia Lafaille. Je suis consultante au sein du cabinet Actuaris depuis 3 ans désormais. Actuaris, c'est un cabinet de conseil en actuariat et au sein de ce cabinet, il y a un pôle dans lequel j'évolue qui est le pôle Regulatory et Compliance et en fait qui s'intéresse plus particulièrement à tous les enjeux autour de la réglementation assurantielle. Donc ça va de Solvabilité 2, bien évidemment, à aujourd'hui la DDA en passant par RGPD, LCBFT notamment. Voilà, donc on a développé une expertise autour de ces sujets et aujourd'hui j'interviens donc à ce titre-là et aussi parce que plus spécifiquement sur DDA, donc j'ai rédigé en fait cet ouvrage aux éditions de l'Argus dont vous avez peut-être entendu parler, donc distribution et gouvernance des produits d'assurance. Où en fait, voilà, l'ambition de cet ouvrage, c'était de pouvoir rendre de manière très très pédagogique en fait les enjeux opérationnels qui sont liés à cette nouvelle réglementation. Voilà. Je vous propose d'entrer sans plus attendre donc dans le sujet qui va nous préoccuper ce soir. Donc la nouvelle directive de distribution d'assurance. Normalement, vous avez sur votre écran le support de présentation qui s'affiche et qui va défiler au fur et à mesure de cette session. Alors tout d'abord, il m'a semblé important en fait de rappeler quelques fondamentaux liés à DDA pour mieux comprendre en fait d'où vient cette réglementation, puisque ça n'est pas une réglementation qui est issue de nulle part, ça n'est pas une réglementation ex nihilo, bien au contraire en fait elle se fonde sur des éléments qui existaient déjà, en tout cas qui étaient en germe. Donc déjà il y avait un corps de règles en France et puis surtout DIA 1. Alors DIA 1 c'était la directive d'intermédiation en assurance qui a vu le jour donc en 2002 et qui a été transposée en France dans le droit français en 2005 et en fait qui avait pour ambition à l'époque déjà le parachèvement du marché unique et puis avec la volonté aussi de favoriser une plus forte concurrence sur le marché assurantiel. À cela se doublait déjà des règles en fait en termes de protection du consommateur et d'information. Simplement, à l'issue en fait de cette transposition et de la mise en œuvre de cette directive, plusieurs insuffisances ont pu être relevées. Il y avait des lacunes certaines sur cette directive qui résidaient notamment dans son périmètre beaucoup trop restreint, puisque ça ne s'adressait uniquement qu'aux seuls intermédiaires à l'époque et notamment plusieurs canaux de distribution qui n'étaient pas visés par cette réglementation. Le résultat était que finalement le client ne disposait pas du même niveau d'information en fonction du canal de vente qui avait été utilisé pour souscrire un produit. Donc, force a été de constater que DIA 1 finalement avait manqué son but, avait été passé à côté de ses objectifs et de là, en fait, s'est entamée une réflexion non pas pour refaire complètement une réglementation, mais plutôt pour refondre DIA 1 en tirant les leçons de ce qui s'était passé, et puis de refaire une réglementation qui soit beaucoup plus exhaustive et beaucoup plus harmonisée. Donc de là est intervenue DDA, à savoir la directive donc, de distribution d'assurance qui est entrée en vigueur le 1er octobre dernier,
et qui, elle, a deux objectifs clés qui sont homogénéiser les pratiques et les conditions de commercialisation des produits d'assurance en Europe, et puis renforcer les obligations d'information et de protection du consommateur. Donc là, on voit en creux, en fait, une certaine influence du droit du consommateur que l'on retrouve par ailleurs dans RGPD, dans LCBFT. LCBFT, donc lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc la DDA, en fait, clairement, c'est une volonté aujourd'hui d'adresser vraiment tous les aspects de la chaîne de valeur du produit. Et donc, ça passe par la gouvernance, ça passe par les processus, ça passe par les pratiques commerciales et puis par les systèmes d'information également. Donc, pour continuer, alors, voilà. Donc, sur les produits qui sont concernés par DDA, parce que effectivement, le périmètre de produit a posé question, à savoir qu'est-ce qui était vraiment visé par DDA, est-ce que certains produits pouvaient être exemptés des obligations DDA. Alors voilà, donc très schématiquement, la DDA, ça s'adresse en priorité donc à des produits non-vie que je vous ai listés ici. Donc là, c'est les produits santé, prévoyance, les contrats collectifs. Ça, c'est très très important parce que un temps, il a été pensé que les contrats collectifs seraient exclus en fait de la réglementation. Donc ça, d'une part, les produits non-vie au sens large, et puis d'autre part, une partie des produits d'assurance vie, que sont les produits d'investissement fondés sur l'assurance, et qui, eux, en fait, concernent donc les produits d'assurance vie individuelle comportant une valeur de rachat, les contrats de capitalisation, et puis les produits de retraite collective par capitalisation. Tous les autres produits d'assurance vie sont concernés par PRIPS, qui est le pendant en fait de DDA, donc pour les produits vie. Un point de vigilance que je vous mets ici, qui a été très très important sur l'exclusion, en fait, l'exemption aux exigences POG. Alors POG, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement donc Product Oversight Governance, qui a été traduit donc en français par gouvernance et surveillance des produits. Donc c'est toutes les exigences qui sont liées à la gouvernance et à la surveillance des produits. La CPR a été très très ferme sur ce sujet, qui est que en fait, elle a une acception très restrictive de la notion de contrat sur mesure, qui a souvent posé question. Et concrètement, la personnalisation de l'offre ne suffit pas, le caractère obligatoire de l'offre ne suffit pas, le fait de répondre à un cahier des charges, à un appel d'offres ne suffit pas à caractériser un contrat sur mesure. Donc globalement, tous les contrats collectifs, dès que vous répondez à un cahier des charges, il faut vous dire que vous êtes concerné par les exigences de gouvernance et surveillance produits et globalement par toutes les exigences de la DDA. Ça, c'était sur le périmètre. Maintenant, sur concrètement la directive, en fait, cette directive, elle a été transposée. Parce qu'il faut savoir, je vous rappelle qu'une directive, en fait, n'est jamais d'application directe dans un droit national, puisque c'est une directive donc, au niveau européen, et charge ensuite aux États de transposer cette directive dans leur droit national. Comme la directive de distribution d'assurance était une directive d'harmonisation minimale, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que en fait, les États membres ont le droit, donc doivent transposer à minima ce qui est dit dans la directive, mais peuvent être plus contraignants dans la transposition. Donc, comment est-ce qu'on transpose une directive dans le droit national? On la transpose donc via une ordonnance et puis via un décret, en l'occurrence. Cette ordonnance et ces décrets créent en fait des articles, de nouveaux articles dans le Code des assurances, ou alors on modifie des existants. Donc ça, c'est déjà deux éléments auxquels vous devez vous référer. Complète ce corpus documentaire de règlements délégués. Les règlements délégués, eux, n'ont pas à être transposés en droit national puisqu'ils sont d'application directe, donc ils s'appliquent de facto à vous. Et puis ensuite, donc le règlement d'exécution qui, lui, concerne l'IPID, le document d'information sur le produit d'assurance. Et enfin, donc très récemment, a été finalement publié, on l'attendait, l'arrêté du 26 septembre 2018 sur en fait les compétences dans le cadre des exigences de formation continue et qui liste notamment les thèmes sur lesquels les personnes doivent être formées. Voilà. Donc tout ça, aujourd'hui, ça constitue votre corpus de référence sur la DDA. Si on rentre à présent dans les nouveautés très très concrètes qu'a engendré la directive de distribution d'assurance, alors deux apports. Déjà, le changement de périmètre. On l'a vu en introduction, DIA 1, en fait, s'est illustré par un périmètre qui était très très restreint et au niveau des intermédiaires d'assurance. La volonté de DDA, ça a été d'élargir à tous les distributeurs et tous les concepteurs d'assurance. Donc aujourd'hui, concrètement, sont concernés par la DDA les réseaux d'agents généraux, les banques assureurs
les comparateurs d'assurance et surtout les salariés des entreprises d'assurance. Donc, vous, en tant qu'organisme d'assurance, vous êtes concerné par DDA. Ensuite, ce qui est intéressant dans cette nouvelle directive, c'est également la variété de situations qui sont décrites dans DDA, puisque la réglementation, en fait, fait le distinguo dans les exigences selon que vous êtes concepteur, que vous êtes distributeur, et puis, lorsque vous êtes identifié comme distributeur, là encore, vous avez des exigences différentes selon que vous êtes intermédiaire, selon que vous êtes en gros salarié ou organisme d'assurance, et puis ensuite des exigences plus contraignantes pour les produits d'investissement fondés sur assurance, puisque ce sont perçus comme des produits comme étant plus risqués, au contraire de produits qui sont distincts, qui sont les produits d'assurance non-vie que l'on a vu au préalable. Voilà. Et puis, ce qu'il faut avoir toujours à l'esprit, en fait, c'est que cette directive, c'est vraiment la première réglementation qui s'immisce autant dans le lien que vous pouvez avoir, vous, entre vous et le client final. Donc, ça s'immisce vraiment dans votre activité, dans la manière dont vous concevez votre activité, dont vous concevez vos produits, dont vous les distribuez, dont vous exercez votre devoir de conseil, etc., etc. Et donc ça, clairement, ce que vous devez désormais avoir à l'esprit, et ça, c'est une nouvelle démarche, peut-être, c'est, en gros, vous devez toujours prendre en compte les intérêts du client à chaque moment, en fait, de la vie du produit, du cycle de vie du produit, dès sa conception jusqu'à l'arrêt de sa commercialisation. Et replacer le consommateur au cœur même du cycle de vie du produit, c'est aujourd'hui tout le fil rouge de DDA et c'est à l'aune de ça qu'il faut concevoir cette nouvelle réglementation. Sur les thèmes maintenant, les thèmes très très concrets qui sont visés par DDA, ils sont au nombre de 5. Donc ça, il faut que vous les ayez en tête, même si après, en tant qu'administrateur, vous n'allez pas forcément avoir un regard sur absolument tous ces thèmes-là. Mais en tout cas, il faut avoir une vision un peu panoramique de ce qui se fait. Donc, DDA touche la gouvernance et la surveillance produit, ce que j'ai appelé en introduction POG ou GSP. Le devoir de conseil, bien évidemment, qui existait déjà, il y avait déjà des exigences auparavant sur le devoir de conseil, mais désormais c'est clairement renforcé. La transparence de la rémunération, et ça fait le lien avec la prévention des conflits d'intérêts, puisque désormais il faut se doter de dispositifs pour la prévention de conflits d'intérêts et la résolution en cas échéant de ces conflits d'intérêts, et puis les exigences de formation, les fameuses 15 heures de formation sur lesquelles on va revenir. Voilà en gros votre panorama DDA aujourd'hui. Donc, si on rentre plus précisément dans ces thèmes et ce qu'ils impliquent tous, donc POG, donc la gouvernance et la surveillance produit, très concrètement, ici, vous avez toutes les étapes qui sont concernées par la gouvernance et la surveillance produit. De manière, si on prend un peu plus de hauteur, quels sont les enjeux qui sont visés par ces exigences de gouvernance et de surveillance produit? Elles sont au nombre de 3. Ces enjeux, c'est tout d'abord concevoir un produit qui soit adapté à sa cible. Deuxièmement, sélectionner un bon vecteur de commercialisation. Et puis, troisièmement, mettre en œuvre tous les outils appropriés pour pouvoir mener à bien ce dispositif de gouvernance et de surveillance produit. Alors, à qui s'adresse-t-il ce processus de gouvernance et de surveillance des produits? Donc, les produits qui sont visés, ce sont tous les nouveaux produits que vous avez lancés et que vous allez lancer donc, à partir du 1er octobre 2018, mais aussi des produits existants qui ont déjà été lancés auparavant, qui sont actuellement commercialisés et auxquels demain, vous apporterez une adaptation significative. Ce terme d'adaptation ou de modification significative est assez récurrent dans DDA. C'est lorsque vous allez toucher à quelque chose d'essentiel dans le produit, et donc DDA le considère comme un nouveau produit. Et à ce moment-là, donc l'intégralité de ce qui est répertorié ici devra s'appliquer. C'est-à-dire redéfinir un marché cible, refaire des tests, définir une stratégie de distribution, etc., etc. Donc ça, c'est le cœur même de ce qu'est le processus, le dispositif de gouvernance et de surveillance des produits. Donc le marché cible à définir. Donc ça, c'est un groupe concrètement de clients qu'il va falloir déterminer pour chaque produit, les tests qu'il va falloir mettre en œuvre, une stratégie de distribution à définir. Derrière, il va falloir valider la mise en marché sur la base de tout ce qui aura été défini, notamment les tests. Si les tests ne reviennent pas bon, normalement, vous vous abstenez de mettre en marché un produit. Vous devez communiquer un certain nombre d'informations à vos distributeurs, et en premier lieu aussi lipides, ça on le verra tout à l'heure. Et enfin, vous devez mettre à jour, actualiser sans cesse ce processus de gouvernance et de surveillance des produits.
Là où vous êtes concerné, c'est que ce dispositif-là, in fine, repose sur vous, en fait. C'est ce que je vous mets à gauche, en fait. C'est ce dispositif de gouvernance, il est à votre charge, il revient dans votre périmètre. En fait, vous allez notamment valider une politique écrite de gouvernance et de surveillance des produits. Et ça, je vais revenir tout à l'heure en détail dessus. Donc ça, c'est pour la première. Ensuite, vous avez le devoir de conseil. Alors, voilà, le devoir de conseil, là encore, c'est très très intéressant puisque évidemment, il y avait auparavant des exigences en matière de devoir de conseil pour en fait recommander un produit à un client sur la base de ce qui aura été exprimé. Aujourd'hui, ce devoir de conseil est renforcé avec 2 niveaux à avoir en tête. Un niveau qui constitue donc le socle général obligatoire pour tous les produits, sans exception, qui consiste en fait à recueillir à minima les exigences et les besoins du client et de derrière, en fait, pouvoir proposer un produit qui est en adéquation avec ces besoins qui auront été exprimés. Ça, c'est à minima ce qu'il faut faire. Recueillir les exigences et les besoins, ça se fait par écrit. Et ce niveau 1 du socle général, en fait, il est obligatoire. Donc, vous ne pouvez pas vous abstenir d'effectuer ce niveau 1. Ensuite, ce niveau 1 peut se doubler d'un niveau 2 qui consiste en une recommandation personnalisée. Et là, en fait, ça implique un niveau élevé du devoir de conseil. Et c'est là-dessus que la CPR sera particulièrement vigilante. Ce niveau 2 est facultatif. En fait, il ne va avoir lieu que si, en fait, vous avez des produits avec plusieurs options, des produits à formule, par exemple. Et là, à ce moment-là, ça implique que pour le client, vous allez comparer différentes formules, vous allez comparer différents produits. Donc, il va y avoir un travail de comparaison qui doit être effectué et ensuite une motivation de cette recommandation. Vous allez proposer un produit à un client parce que, sur la base de votre comparaison de plusieurs contrats, c'est celui qui est le plus adapté parce que. Voilà. Donc, le niveau 1 obligatoire, le niveau 2 facultatif et ça dépend de vos produits. Lipides, donc ça a été instauré également par DDA. C'est un document d'information sur le produit d'assurance. Donc, vous en faites un par produit. Et en fait, c'est un document qui est très standardisé, à la fois dans sa forme et dans son contenu. Donc, vous avez très, très peu de marge de manœuvre. En tout cas, vos opérationnels qui, eux, produisent ces lipides, vraiment, il n'y a pas beaucoup de liberté d'expression là-dedans ou dans la forme ou dans le contenu. Donc, en gros, plusieurs rubriques qui sont figées. Donc, vous devez en gros présenter les garanties et les plafonds associés. Vous devez présenter les principales exclusions qui sont liées au produit, la couverture géographique du produit, les modalités de paiement, de résiliation et puis la durée du contrat. Voilà. Et ça, c'est un document qui doit être remis en phase précontractuelle à tout client. Donc, ça doit être systématiquement remis et surtout, ce qui est très important, c'est que vous devez en garder une trace. Donc, il doit y avoir une traçabilité de la remise de ce document. Donc, ça limite également une nouveauté DDA. Sur la rémunération. Alors, la rémunération a beaucoup fait parler puisque on avait l'impression que DDA, à un moment donné, en fait, allait à l'encontre même des modalités de rémunération et surtout interdisait le système des incitations. C'est faux. DDA n'interdit pas du tout le système de commissionnement, les honoraires, etc. En revanche, ce que DDA impose, c'est-à-dire c'est une rémunération qui, elle, ne porte pas préjudice au client. Donc, en fait, certes, il y a un système de commissionnement, mais derrière, ça veut dire que malgré tout, le produit qui est proposé au client ne dépend pas de ce système de commissionnement, ou du moins pas que de ce système de commissionnement. Il doit y avoir d'autres critères qui doivent rentrer en ligne de compte. Et cette transparence de la rémunération s'accompagne également d'une information sur cette rémunération. Donc, en fait, ça s'applique surtout pour les intermédiaires. Comment, en fait, est rémunéré l'intermédiaire, c'est cette information qui doit être donnée au client. Donc, à la fois sur la nature de la rémunération et le cas échéant sur le montant également de cette rémunération, ou en tout cas du pourcentage de cette rémunération. Donc, ça, c'est également essentiel. Et ça s'accompagne, bien évidemment, d'une vigilance sur les conflits d'intérêts. Alors, le dispositif sur les conflits d'intérêts qui est exigé par DDA ne s'applique que pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance. Voilà. Donc, si vous commercialisez des produits d'investissement fondés sur l'assurance, donc une partie des produits vie, à ce moment-là, vous avez l'obligation de vous doter de ces dispositifs pour prévenir, pour détecter, prévenir et informer le client sur les conflits d'intérêts. Et
Du coup, ça signifie que vous rédigez une politique écrite de conflit d'intérêts. Cette politique de conflit d'intérêts, normalement, passe entre vos mains, vous l'examinez et vous la validez le cas échéant. Elle fait partie d'un corpus de politique d'écrit plus global. Pour les autres produits qui ne sont pas les produits vie, ce que l'on vous recommande, alors certes, ça n'est pas obligatoire pour vous à la fois d'écrire cette politique, ni même de se doter de dispositifs particuliers sur les conflits d'intérêts. En revanche, c'est fortement recommandé. C'est fortement recommandé parce que ça s'inscrit en fait naturellement dans la suite des exigences DDA. Et quand même, malgré tout, si vous faites face à un contrôle ACPR, il faut savoir que ça peut être intéressant, en tout cas, d'avoir accès à ce genre d'informations. Et enfin, je termine donc par la formation qui constitue le dernier bloc d'exigences sur DDA. Donc, les 15 heures de formation. Là-dessus, donc en fait, la date d'application a été différée puisque contrairement aux autres exigences donc, qui sont d'application au 1er octobre 2018, pour les exigences des 15 heures de formation, ça s'applique au 23 février 2019. Alors, on pose souvent la question, est-ce que ça signifie qu'au 23 février 2019, les 15 heures de formation doivent avoir été accomplies? Ma réponse est non, simplement, vous devez être en mesure de prouver que au moins vous avez initié les plans de formation, que vous les avez élaborés en tout cas, et que vous vous êtes approprié cette exigence. Donc, de façon à ce que si la CPR vient dans vos locaux, au moins vous êtes en mesure de lui montrer qu'une démarche sur l'exigence de formation a été initiée. Qui est concerné par cette exigence des 15 heures de formation continue? Ce qui est prévu par les dispositions désormais du Code des assurances, ce sont concrètement que les distributeurs plus le personnel de ces distributeurs, dont les activités consistent à fournir des recommandations sur les contrats d'assurance, présenter, proposer, aider à conclure des contrats d'assurance ou réaliser d'autres travaux préparatoires à la conclusion du contrat d'assurance sont concernés. Donc moi, ce que je vous conseille très vivement, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est de vous doter d'une cartographie pour recenser toutes les personnes au sein de votre organisme qui vont être concernées par ces exigences des 15 heures. Parce que c'est beaucoup plus large que simplement le conseiller qui va être en contact direct avec le client. Vous pouvez ne pas être en contact direct avec le client et pour autant être concerné par ces exigences des 15 heures, en ce que vous participez d'une certaine manière à la conclusion du contrat d'assurance. Donc vigilance là-dessus. Enfin, j'en viens dans cette session sur quelque chose qui vous intéressera plus au titre de votre qualité d'administrateur, c'est concrètement quels sont les impacts de DDA pour vous en tant qu'instance de gouvernance. Alors déjà, c'est sur le projet DDA. Normalement, moi ce que je remarque déjà, c'est que nous sommes un mois désormais après l'entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation. Et ce qu'on constate sur le marché, c'est qu'il y a des difficultés certaines de mise en conformité par rapport à cette réglementation, qui étaient initialement liées bien évidemment aux incertitudes qui ont résulté d'une publication tardive des textes. Donc il y avait une incertitude quant à l'interprétation même qu'il fallait avoir de ces exigences et surtout comment les mettre en œuvre. Et puis parce que la doctrine de la CPR se fait tarder également, donc on ne sait pas forcément dans quel sens ou dans l'autre interpréter cette réglementation. Mais désormais, donc, elle est en vigueur et il faut vraiment, en tout cas, initier un projet DDA au sein de vos organismes. Et vous, en tant qu'administrateur, alors certes, vous n'allez pas voir passer la documentation, tous les livrables qui sont imposés par DDA, mais en tout cas, vous devez avoir une connaissance de ce qui se fait, de votre niveau de mise en conformité sur DDA. Donc, par exemple, aujourd'hui, est-ce que vous êtes à même de me dire si tous les IPI sur vos produits sont réalisés? Est-ce que vous avez bien validé la politique écrite de gouvernance et de surveillance des produits? Est-ce que si vous avez remarqué des manquements dans votre mise en conformité, est-ce que des plans d'action ont été élaborés? Est-ce que vous avez eu connaissance de ces plans d'action? Voilà, c'est tout ça aujourd'hui, vous, en tant qu'administrateur, qu'il faut que vous vous appropriez ce sujet-là, en fait, en tout cas. Si aucune information sur DDA ne vous a été remontée, vigilance là encore, parce que il doit y avoir une vraie démarche DDA en interne auprès de vos opérationnels. Et j'attire votre attention sur le fait que DDA comporte un risque de sanction très très fort. La CPR a été formelle là-dessus. Toutes les exigences qui sont liées à cette nouvelle réglementation et qui plus globalement s'inscrivent dans une démarche de protection du consommateur constituent aujourd'hui un thème fort de contrôle de la part de la CPR et elle n'a pas caché le fait que ce serait une zone claire
de contrôle. On pense qu'il y a déjà eu des sanctions, je pense à Saint-Yann, je pense à LGP plus récemment, sur notamment la thématique du devoir de conseil. Donc ça préfigure déjà ce qui va être inauguré avec des DA. D'où l'intérêt de se saisir dès maintenant de tous ces sujets-là et s'assurer que la mise en conformité avance bien. Ces termes DDA, concrètement, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va forcément impacter aussi votre comitologie, puisque vous, en tant qu'instance de gouvernance, vous êtes et puis vous êtes surtout l'instance de gouvernance ultime au sein d'un organisme, vous faites partie de cette instance ultime, donc vous êtes garant de la bonne mise en œuvre de tout le dispositif DDA, mais surtout du processus, du dispositif de gouvernance et de surveillance des produits. Ça, c'est clairement dit dans les textes. Il est attendu de vous une implication forte sur ce thème-là, qui constitue aussi le thème le plus innovant de DDA, la gouvernance et la surveillance produits. Donc aujourd'hui, la question que vous devez vous poser, la réflexion que vous devez mener, c'est concrètement qui traite les sujets DDA. Il faut vraiment que ce soit clairement identifié au sein de votre organisme. Alors, plusieurs possibilités. Donc, au niveau de la comitologie opérationnelle, donc parfois je rencontre dans certains organismes, c'est sous l'intitulé de comité produit ou de comité de l'offre, par exemple. Là, on assiste à un élargissement des membres qui siègent au sein de ces comités. Et puis, on a aussi donc d'autres comités donc au niveau du conseil d'administration. Là, je pense au comité développement, au comité des risques, au comité stratégie, et puis également, dans une moindre mesure, le comité d'audit. Sur tous les livrables, donc la cartographie des risques par produit, la politique écrite de gouvernance et de surveillance produit, le résultat des tests sur les produits. Concrètement, qui va traiter ces sujets-là, qui va émettre un avis, qui va émettre une validation finale, etc., etc. Donc ça, alors évidemment, il n'y a pas une organisation type, donc je ne peux pas vous dire tel comité doit s'emparer de tel sujet. Après, ça dépend bien évidemment de votre mode de fonctionnement, mais toujours est-il qu'en interne, ça doit être clairement clarifié. Et puis, autre point de vigilance, c'est bien évidemment quand vous êtes dans le cadre d'un groupe, un groupe prudentiel par exemple, il faut aussi penser le niveau d'interaction entre les entités et le niveau groupe, en fait. Qui va valider quoi, à quel moment, et quel est le circuit, en fait, de validation et de remontée d'informations. Donc là encore, ça va être très, très important d'avoir cette réflexion-là. Et ça, cette réflexion-là, c'est plus à votre niveau, pas tellement au niveau opérationnel, mais c'est plus vous, en tout cas, qui devez vous emparer de ce sujet. Et puis, pour finir, j'aimerais faire un focus sur cette fameuse politique écrite de gouvernance et de surveillance des produits qui constitue un nouveau document à valider et en fait, donc, qui est clairement instauré par DDA et que vous retrouvez mis en lumière dans le règlement délégué consacré à ça. Je vous propose ici un exemple de contenu. Alors là encore, le contenu n'est pas du tout figé, il n'est pas imposé par la réglementation. Donc, libre à vous d'organiser en fait cette politique écrite comme vous l'entendez. En revanche, elle doit quand même bien décrire toutes les caractéristiques de votre dispositif de gouvernance et de surveillance des produits. Elle doit être mise à jour et en tout cas, il est fortement recommandé que ce soit vous qui la validiez pour que vous ayez quand même un regard, vous, en tant qu'administrateur, sur cette politique qui est quand même un document pivot désormais de votre système de gouvernance et de cette nouvelle réglementation. Alors, il n'est pas écrit noir sur blanc dans les textes que le conseil d'administration valide cette politique écrite, simplement et par parallèle avec ce qui peut être fait dans Solvabilité 2, ce que nous on recommande, c'est que vous intégriez cette politique écrite dans votre corpus des politiques d'écrite Solvabilité 2 et que du coup, tout naturellement, elle passe annuellement en revue auprès de vous, du conseil d'administration. Voilà, j'en termine là pour cette présentation que j'ai voulu suffisamment large et en même temps précise des exigences de la nouvelle réglementation. Je vous laisse désormais l'espace pour pouvoir me poser toutes les questions que vous souhaitez vis-à-vis de ce qui a pu être dit ou sur d'autres éléments sur lesquels vous vous interrogez. Merci. Alors, merci Laetitia, merci beaucoup. Je me permets de revenir devant vous parce que j'ai déjà un certain nombre de questions. Donc, je vais essayer de vous les transmettre de manière la plus aisée possible. Donc, j'ai une question sur un sujet qui nous concerne beaucoup, nous, en tant que mutualistes, et plutôt aussi des opérateurs de taille
proportionnellement un peu petite ou modeste et intermédiaire, on me pose la question, comment en proportionnalité garantir et tracer l'adéquation entre le produit et le marché cible, sur lesquels peut-être vous allez pouvoir revenir également, sachant que tous les produits ne vont pas générer des volumes significatifs. Donc, principe de proportionnalité, un vrai sujet que l'on a vu à l'occasion de Solvabilité 2, donc, qui n'est d'ailleurs pas un sujet terminé, loin s'en faut. Comment mettre en évidence par rapport aux autorités de contrôle le fait que des reportings ne sont pas dus de la même manière par certaines entités ou en fonction de leur segment d'activité ou en fonction de leur marché. Là, c'est la même chose en fait. En fonction d'un volume potentiel, est-ce qu'on pourrait faire valoir et comment pourrait-on faire valoir un principe de proportionnalité par rapport à ce que vous nous avez décrit? D'accord, donc merci pour cette question tout d'abord. Ce thème du principe de proportionnalité est vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'effectivement, comme vous le signaliez à l'instant très justement, il a été défini de manière très très restrictive dans Solvabilité 2 où beaucoup d'organismes ont pensé pouvoir s'en prévaloir et au final, on se rend compte que finalement, ce principe-là n'a pas été très souvent mis en avant, ou en tout cas on n'a pas pu s'en prévaloir. Beaucoup n'ont pas pu s'en prévaloir comme ils l'auraient souhaité. Je pense que dans la mouvance de ce qui a pu être fait pour Solvabilité 2, il faut penser que de manière très très similaire, en tout cas, ce principe de proportionnalité, donc il reste encore à définir, je pense que ce sera issu de la doctrine ACPR que l'on attend encore, puisqu'elle ne s'est pas positionnée sur le sujet, mais en tout cas ce principe de proportionnalité, je pense que à l'instar de ce qui a été fait sur S2, il sera globalement de la même façon sur DDA et que vous pourrez très très peu y avoir recours. Donc il ne faudra pas compter sur ce principe de proportionnalité, si telle est votre question, pour justifier le fait que certains processus ou certains outils de traçabilité ne sont pas aussi exhaustifs qu'ils devraient l'être au nom du principe de proportionnalité. Je pense que vraiment là-dessus, il faut tout mettre en œuvre, se mettre en conformité, comme s'il n'y avait pas ce principe de proportionnalité, ou en tout cas que vous ne rentriez pas dans le périmètre du principe de proportionnalité. Sur la question de l'adéquation entre le marché cible et le produit. Très concrètement, la démarche à avoir, c'est en fait de définir un marché cible en premier lieu, et ensuite, normalement, de définir un produit qui va répondre à ce marché cible. En fait, c'est ça les étapes. Donc, il faut pas, normalement, vous définissez pas un produit et puis ensuite vous définissez un marché cible. La démarche est inverse. Donc, normalement, vous avez un produit qui, dans tous les cas, est en adéquation avec le marché cible que vous aurez défini. Donc, là-dessus, a priori, il n'y a pas de souci. Une fois que le produit est lancé sur le marché, pour s'assurer que, normalement, le produit doit être distribué au marché cible que vous aurez défini. Donc, vous donnez des consignes à vos distributeurs, des informations sur, voilà, tel produit, tel marché cible a été défini. Donc, charge ensuite au distributeur de vendre le produit dans la ligne de ce marché cible. Maintenant, DDA n'interdit pas du tout de vendre un produit en dehors du marché cible. C'est pas du tout prohibé. En revanche, il faudra être à même de justifier pourquoi est-ce que tel produit a été vendu en dehors du marché cible. Comment est-ce que ça se justifie? Donc là, en tout cas, il doit y avoir là-dessus, dès qu'il y a des ventes hors marché cible, des remontées d'informations de vos distributeurs. Et en fait, c'est sur la base de cette remontée d'informations de vos distributeurs que vous en tirez les leçons en vous disant, si c'est juste une vente en dehors du marché cible, il n'y a pas de raison de remettre en cause le marché cible et la stratégie de distribution qui aura été définie, etc. Maintenant, si vous avez un nombre significatif de ventes qui vous remontent comme étant ventes hors du marché cible, à ce moment-là, ça signifie que vous devez revoir le produit, revoir le marché cible, revoir potentiellement la stratégie de distribution et derrière, donc, réenclencher tout le processus de validation du produit, donc pour vous assurer qu'effectivement, in fine, le produit sera vendu à son marché cible. Je ne sais pas si ça répond à la question. Eh bien, nous allons savoir, grâce peut-être au petit message que nous allons recevoir en retour, juste une petite information. Les slides que vous avez devant vous vont vous être, comment dirais-je, transmis, bien sûr avec toute la confidentialité qu'on vous demandera et donc essayez de les garder le plus près de vous. Je vais venir à une interrogation plus générale. Ça, c'était
Notre interlocuteur me dit merci, parfait. Donc, merci Laetitia. Merci Monsieur Coact pour la question. Et donc, il y a un intervenant qui nous dit j'aimerais bien qu'on revienne sur les acronymes. Alors oui, ça c'est quelque chose que j'allais vous demander, Laetitia, parce que c'est vrai qu'on nous, les acronymes, on s'y est fait, mais il faut dire que c'est pas toujours naturel. Et notamment, j'avais noté sur mon petit papier lipide. Alors on a IPID, IBID, enfin bref, et POG. C'est-à-dire que ce sont des acronymes anglo-saxons. Oui. Et qu'est-ce qu'on met derrière, qu'on les traduise ou non d'ailleurs, avec plus de finesse et plus de précision. Pour moi, l'IPID, c'est un document, c'est juste un feuillet A4 recto verso, probablement. Oui. Et il est, comme vous l'avez dit, extrêmement précis. Il laisse pas beaucoup de place, mais il est totalement précontractuel. Et IPID, ça veut dire quoi? Et POC, ça veut dire quoi? D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors oui, alors, tout d'abord, pardon, bien évidemment, pour ces acronymes, parce que c'est vrai que j'ai à tort tendance à penser que, évidemment, ça a été tellement repris dans toutes les communications, même les communications de la CPR, que finalement, maintenant, c'est un peu rentré dans l'esprit de chacun et que c'est acquis. Donc voilà, pardon pour ça, mais évidemment, c'est pas forcément intuitif. Donc, sur POG, donc, ça signifie, c'est l'acronyme de la définition anglo-saxonne qui signifie donc Product Oversight Governance. Et c'est traduit donc littéralement en français comme gouvernance et surveillance des produits. Donc, dès que vous voyez POG, en fait, ça renvoie directement à toutes les exigences autour de la gouvernance et de la surveillance des produits. Maintenant, donc, la gouvernance et la surveillance des produits, donc, je vous le disais un peu plus tôt dans la session, c'est en gros tout le processus de validation des produits qui se compose de la définition du marché cible, de la définition des risques inhérents aux produits, de la détermination et de la réalisation de tests préalables à la commercialisation d'un produit, d'une définition de la stratégie de distribution, en gros par quel canal va être vendu le produit. Et puis, ça passe également par la transmission des informations nécessaires aux distributeurs, de toutes les informations donc, sur le marché cible, sur la stratégie de distribution, sur les risques liés aux produits. Et enfin, pour clôturer ce processus de gouvernance et de surveillance des produits, il y a l'aspect donc, de surveillance, puisque vous n'êtes pas débarrassé du produit une fois qu'il a été commercialisé, mais vous êtes censé le suivre jusqu'à ce qu'il soit retiré du marché. Donc, le suivre, ça implique, justement, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ça implique de vous assurer que votre produit est bien vendu au marché cible que vous aurez défini. Et le cas échéant, s'il n'est pas bien vendu au marché cible, parce que vous avez une remontée de votre distributeur vous alertant là-dessus, à ce moment-là, revoir le produit, en tout cas, soit revoir le produit, l'adapter, soit le retirer complètement, soit changer le marché cible parce que effectivement vous vous étiez trompé au début. Voilà. Donc marché cible, risque, test, information, surveillance. Ça c'est ce qui constitue en fait la gouvernance et la surveillance des produits. Et en fait, tout ce dispositif que vous allez définir en interne est formalisé dans votre politique écrite de gouvernance et de surveillance des produits qui sera soumise à votre approbation sur une fréquence que moi je recommande annuelle. Sur l'IPID, là encore, donc c'est un acronyme en fait qui signifie donc Insurance Product Information Document et qui en fait est traduit par document d'information sur le produit d'assurance. Donc c'est ce fameux document d'information qui est donc normalisé. Vous retrouverez donc dans le support de présentation le règlement d'exécution qui précise comment remplir ce document et ce qui est attendu dans chacune des sections. Et effectivement, donc comme le soulignait Cornelia, c'est un document qui doit faire 2 pages maximum. Si vous en faites plus, alors déjà vous n'êtes pas censé en faire plus de 3 pages. Les 3 pages c'est vraiment la limite, la dernière limite. Mais surtout si vous en faites 3 pages, vous devrez justifier le cas échéant, si on vous demande des comptes, justifier pourquoi est-ce que vous avez fait 3 pages. Donc normalement la norme c'est 2 pages. Voilà, donc 2 pages maximum, en général recto verso. Et puis donc qui contient donc toutes les rubriques que je vous ai présentées sans doute un petit peu rapidement tout à l'heure. En gros, c'est censé présenter le produit. Et pourquoi est-ce que ce document a été pensé? C'est parce que ça doit permettre aux clients en fait de pouvoir comparer différents produits d'assurance de manière assez simple. Donc le langage aussi, le ton qui est employé dans l'IPID, donc dans ce document d'information sur le produit d'assurance, est censé être clair,
concis, assez simple, pour que justement une personne qui n'est pas familière avec un produit d'assurance puisse rapidement en fait comparer tous les produits d'assurance que vous pourrez lui soumettre. Donc, il est remis effectivement en phase précontractuelle, ça c'est très très important, c'est obligatoire de le remettre. Et il faudra là encore que vous gardiez une trace de cette remise. Donc, soit il est envoyé au client par support durable, soit il est remis en main propre, mais en tout cas, il faut en garder une trace. Et donc, c'est effectivement une étape avant la souscription du contrat. Alors, une autre question, peut-être la dernière, je ne sais pas, il est déjà 18h45. Question très intéressante parce que vous l'avez mentionné, mais peut-être qu'il reste encore quelques éléments à découvrir. Comment définir la notion de co-conception et à partir de quand dit-on qu'on est dans un cas de co-conception? Voilà, c'est une question en effet que j'ai déjà entendue et qui soulève toujours pas mal d'interrogations. Voilà. Pouvez-vous nous éclairer, Laetitia? Merci beaucoup. Juste, peut-être avant d'entamer ça, parce que je crois que j'ai oublié aussi la définition d'un acronyme, donc IBIP, que vous retrouvez dans la présentation. Donc, c'est Insurance Based Investment Product. Et donc, c'est produit d'investissement fondé sur l'assurance. Et donc, c'est les produits d'assurance vie qui sont visés par DDA et qui ne sont pas visés par PRIPS. Voilà. Donc, quand vous voyez IBIP, c'est ces fameux produits d'assurance vie visés par DDA. Pardon, je referme la parenthèse. Donc, effectivement, sur la co-conception, donc c'est quelque chose qui est envisagé par DDA. Au moment, alors parce que évidemment, le processus de conception d'un produit n'est pas toujours aussi simple que concepteur-distributeur. Et parfois interviennent d'autres acteurs dans la conception du produit. Et donc, effectivement, la DDA envisage cette situation possible. Et en revanche, elle encadre la définition de la co-conception. Donc, ne peut être co-concepteur qu'une personne, enfin en tout cas un acteur plutôt, plus exactement, qui soit intermédiaire ou un autre organisme d'assurance, puisque la co-assurance peut rentrer dans un cas de co-conception. Un courtier grossiste peut également être défini comme étant co-concepteur, mais concrètement, qu'est-ce qui rassemble en fait tous ces acteurs pour être qualifiés de co-concepteurs? C'est s'ils interviennent de manière significative dans la conception du produit. Donc, par exemple, s'ils définissent avec vous, parce que vous, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant qu'organisme d'assurance, l'organisme d'assurance est toujours concepteur du produit. Donc, vous, dans tous les cas, vous ne pouvez pas être non qualifié de concepteur. Donc, vous serez co-concepteur aux côtés de quelqu'un, mais en tout cas, vous serez toujours concepteur. Et d'ailleurs, notamment, le document d'information sur le produit d'assurance, c'est à vous également de le rédiger. Là-dessus, c'était une parenthèse. Mais en tout cas, globalement, pour être co-concepteur, c'est effectivement, il faut définir des caractéristiques essentielles du produit. Donc, par exemple, son prix, les garanties qui vont constituer le produit. Voilà. Si vous participez à ça, clairement, vous allez être qualifié de co-concepteur. En revanche, si vous participez juste à la revue de clauses contractuelles, par exemple, là, on considère que ça n'est pas forcément une caractéristique permettant de qualifier de co-concepteur. Maintenant, si vous êtes dans un cas de co-conception, ce qui va être très important et là où vous devez être vigilant, c'est qu'il faut vraiment sécuriser les contrats, en fait, les conventions de partenariat avec le co-concepteur pour bien préciser très concrètement qui fait quoi. Donc, par exemple, si vous ne définissez pas le marché cible, mais que votre co-concepteur définit le marché cible, il faut que ce soit répertorié dans la convention de distribution, dans la convention de partenariat que vous aurez avec le co-concepteur. Voilà. Donc deux points de vigilance. En gros, donc bien définir qui est concepteur. En général, les courtiers grossistes vont être qualifiés de co-concepteurs. Un autre organisme d'assurance avec qui vous co-concevez un produit, vous serez dans ce cas de co-conception. Donc là, bien évidemment, ça vous incombe aussi à vous de définir en interne quels sont les critères qui vont vous permettre d'identifier les cas de co-conception. Et une fois que vous aurez défini ces critères et que vous aurez identifié vos cas de co-conception actuels ou à venir, le deuxième point de vigilance, c'est sur les conventions de partenariat qu'il va falloir bien sécuriser et surtout bien détailler sur le partage des responsabilités. Ça, c'est très, très important.
Et je pense notamment sur le partage des responsabilités au niveau des exigences de gouvernance et de surveillance produit, en fait. Qui définit la stratégie de distribution, qui va réaliser les tests, etc., etc. Alors, j'ai vu une dernière question, mais je crois que vous y avez grandement répondu. C'était sur la formation, puisque là, comme vous le savez, Laetitia, nous sommes ici pour des formations particulièrement destinées aux administrateurs, donc au conseil d'administration, mais aussi probablement à des collaborateurs qui souhaitent aussi pouvoir travailler en parfaite harmonie avec le conseil d'administration. Vous avez parlé des formations dans des slides précédents en nous rappelant que toutes les personnes qui doivent être formées avec ces fameux 15 heures de formation, c'est bien plus large en réalité que le vendeur du produit, que celui qui va le distribuer. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur ce point qu'on retrouvera d'ailleurs dans les slides. Je peux même essayer de remettre en arrière. Je ne sais pas si. Alors là, ça ne fonctionne peut-être si on fait comme ça. Non, ça ne marche plus. Bon, si, voilà. Il suffit d'être patient. Voilà. Donc sur les 15 heures de formation, effectivement. Alors en fait, donc déjà ça ne concerne que les distributeurs d'assurance, mais donc les distributeurs au sens large, c'est-à-dire que ce soit un organisme d'assurance ou que ce soit un intermédiaire. Donc les mêmes exigences vont s'appliquer. Et donc ces heures de formation continue, donc ces 15 heures viennent en complément d'autres heures de formation qui sont déjà exigées par ailleurs, notamment sur la formation initiale sur laquelle je ne reviens pas. Maintenant, donc effectivement, sur les personnes qui sont visées par ces exigences, là-dessus, il va falloir, là encore, se poser la question de savoir, enfin d'identifier en tout cas très très clairement au sein de vos organisations qui est concerné, parce que derrière, il va falloir bien évidemment faire un suivi de la dispense de ces 15 heures de formation annuelle, je le rappelle, c'est vraiment c'est par an, et puis surtout sur aussi les plans de formation et les plans de formation associés. Là-dessus, je vous rappelle donc que le décret sur les thèmes de formation qui doivent être dispensés a été publié fin septembre. Et donc, il revient sur en gros tous les thèmes qui doivent être inclus dans ces 15 heures de formation. Maintenant, donc pour du coup décrire qui est concerné, donc c'est tout le personnel des distributeurs d'assurance qui va, à un moment donné, avoir une participation dans la conclusion du contrat. Donc, soit en travail préparatoire, je pense par exemple aux membres de direction juridique, par exemple, ou que ce soit vraiment le vendeur qui va être en direct avec le client. Mais pas seulement, parce qu'on pense évidemment spontanément à la personne qui va être en face à face avec le client ou par téléphone, en tout cas qui a le contact direct avec le client, mais pas uniquement. À partir du moment où vous êtes impliqué de quelque manière que ce soit dans la conclusion du contrat d'assurance, en tout cas que vous avez une intervention qui aide à la souscription du contrat d'assurance auprès du client, à ce moment-là, vous rentrez dans le périmètre des 15 heures. En revanche, sont exclus de ce périmètre-là les acteurs qui ne font que de l'évaluation et de la gestion de sinistres, notamment. Si vous rentrez dans ce cas-là, à ce moment-là, vous êtes dispensé des 15 heures de formation. Mais en tout cas, par exemple, dans un cabinet de courtage, en général, dans des petits cabinets de courtage où il y a 3 personnes, dont le directeur du cabinet de courtage, il a fort à parier que le directeur est également concerné par ces 15 heures de formation. Si, à un moment donné, il aide à la conclusion du contrat, ou en tout cas, il participe, ou il fournit des recommandations, parce que ça, c'est aussi un autre critère, fournir des recommandations sur le contrat d'assurance, et à ce moment-là, vous rentrez dans les 15 heures. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de reprendre au sein de votre organisation concrètement qui fait quoi, enfin, dans quelle mesure, en tout cas, quel est le niveau d'implication de la personne. Et c'est pour ça que je vous conseille une cartographie, alors pas forcément une cartographie très, très élaborée, mais en tout cas d'avoir un fichier qui vous permette, voilà, de dire en gros, j'ai 20 personnes, j'ai 15 personnes, enfin, ça peut être très, très large, hein, ça peut être beaucoup plus qu'une ou 2 personnes. Donc, ça peut être très, très conséquent, et c'est pour ça que
derrière, ça va être une exigence qui va être très très lourde. Donc même si on a l'impression que l'horizon est est un peu plus lointain avec cette nouvelle échéance du 23 février 2019, il faut quand même avoir initié pas mal de choses autour de la formation continue d'ici au 23 février 2019. Je crois que voilà, je ne vois plus de nouvelles questions. Je crois que nous pouvons, après cette petite heure, clôturer cette session webinaire. Je regarde tout de même, voilà, plus de questions, des remerciements à vous, Laetitia. Merci à vous. Donc, merci pour vos questions. Voilà, donc merci pour la compétence que vous avez pu délivrer aujourd'hui et les réponses aussi claires que vous avez pu les faire. J'espère que vous en avez été satisfait et nous vous enverrons d'ailleurs un petit questionnaire de satisfaction pour savoir aussi quels sont les thèmes que vous souhaitez que l'on développe. Merci à Laetitia de s'être prêtée au jeu aussi de bien comprendre l'impact pour les conseils d'administration, parce que ce n'est pas seulement un dossier qui est un dossier purement opérationnel, mais un dossier aussi qui demande beaucoup de prise de décision sur le long terme avec des nouvelles modalités. Voilà, donc merci à tous, très bonne soirée. Comme je vous l'ai dit, vous recevrez comment dirais-je, la présentation, voilà, je vais y arriver. Et comme nous avons enregistré l'ensemble de ce webinaire, nous le mettrons, nous, pour l'AM, sur la chaîne YouTube que nous avons déjà, pour l'AM. Et bon, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, à bientôt pour le prochain webinaire qui est au tout début du mois de décembre, je crois le 12 décembre, qui portera sur des questions plus de gestion et de finance. Voilà. Donc, espérons vous y retrouver très nombreux. À tout bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et bonne soirée. Au revoir. Au revoir, à bientôt.